on a pris le temps, c'était long depuis ce matin, on était tous là à attendre, on a passé des heures à écouter, à débattre, à s'émerveiller, à s'inquiéter, à réfléchir, à comprendre, à se gratter la tête. On a passé beaucoup de temps. Et sans doute aujourd'hui plus que jamais, il est temps de prendre le temps de réfléchir à la science. France Culture, tous les jours pendant 1 heure, c'est un espace incroyable, pendant 1 heure, les gens ont le temps de réfléchir, de parler, d'écouter. Le grand public peut s'informer de ce qui se fait dans la science. Incroyable, impérieuse nécessité, aujourd'hui plus que jamais. Science et Vie est fondée il y a 102 ans et son fondateur a dit, la simple passion qu'il avait, c'est suivre les passionnantes péripéties de la science. 100 ans après, donc chaque mois le magazine est sorti, 100 ans après, on a l'impression qu'aujourd'hui plus que jamais, il faut que le grand public s'intéresse, s'émerveille, s'inquiète, comprenne ou ne comprenne pas, questionne, débatte du fait scientifique. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? Parce qu'il y a un très singulier paradoxe qui fait que Science et Vie va sortir pendant très longtemps encore, c'est que plus on en sait, plus on a de questions. Plus on peut faire des choses, plus il y a de dangers qui sont devant nous. Prenons les théories physiques, biologiques. L'espace, le temps, on regarde le ciel, on en sait de moins en moins. Il y a de plus en plus de matière noire, d'énergie sombre. On regarde au corps de nos cellules, les gènes deviennent de plus en plus complexes. On regarde les espèces, on ne sait plus trop ce que c'est qu'une espèce. Qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Tous les objets fondamentaux, plus on les étudie, plus ils nous posent de questions. Pire encore, pas dans les théories, mais dans les technologies, plus on a des machines, plus augmente le domaine de l'immaîtrisé. Les risques, les aléas explosent au fur et à mesure que la puissance des machines qui se veulent en totale maîtrise. Donc on est dans ce total paradoxe, c'est que le progrès ne va pas de soi. Le progrès n'éclaire pas immédiatement. Le progrès, il fait débattre, il fait question, il fait peur, et impérieuse nécessité que le grand public s'en empare, réfléchisse, afin que derrière le progrès, il y ait la lumière. Étienne Klein est un physicien, spécialiste de mécanique quantique, spécialiste du temps, et il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'on est dans cette singulière position, 2015, dans ce forum, l'année vue par la science, et on le voit, la lumière n'est pas partout, on n'est pas arrivé dans le siècle des Lumières, que cet incroyable progrès de la science qu'il a fait pendant le XXe siècle et le début du XXIe siècle, les promesses, pourquoi elles n'ont pas été totalement tenues? Pourquoi est-ce que ces progrès techniques, ces incroyables théories qui sont incroyablement validées, ne nous ont pas amené le bonheur universel, la lumière partout? Pourquoi est-ce qu'on a plus de questions aujourd'hui qu'hier? Singulier paradoxe qui ne pourra être résolu que si l'ensemble du grand public s'en empare, le débatte. C'est à la société de s'emparer de ces questions-là. France Culture, chaque jour de la semaine, ouvre une fenêtre. Nous, à Science et Vie, chaque mois, on tâche de la prolonger. Étienne Klein, dans cette journée de clôture de la 3e année vue par les sciences, va essayer de nous éclairer pourquoi, après tant de progrès, nous ne sommes pas encore en pleine lumière. À quelle distance sommes-nous des lumières? Étienne Klein. Bonsoir à tous. Bon, c'est une salle très impressionnante. Je suis un petit peu intimidé et je me sens très honoré d'avoir été invité par France Culture à prononcer cette leçon. Alors c'est pas vraiment une leçon, j'ai pas de leçon à donner, mais une sorte de réflexion autour des questions qui viennent d'être évoquées. À quelle distance sommes-nous des Lumières? Comme vous le savez certainement, l'année 2015 a été choisie par l'UNESCO pour être l'année internationale de la lumière. Et comme pour honorer cette annonce, le satellite Planck vient de publier, c'était la semaine dernière, les résultats incroyables qu'il a obtenus sur le fond diffus cosmologique. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la première lumière, qui a été émise 380 000 ans après ce qu'on appelle le Big Bang. Et l'étude de cette lumière fossile nous renseigne très précisément sur les paramètres importants de l'univers physique, notamment la proportion de matière noire,
d'énergie noire et de matière ordinaire, disons. Donc il y a beaucoup de noir dans ces affaires, ce qui veut dire que la lumière n'est pas partout, en effet. Et d'une façon générale, les mois qui vont suivre vont être l'occasion pour les physiciens de réfléchir à ce qu'est la lumière, de revisiter les grandes révolutions de la physique qui ont radicalement changé leur façon de décrire la lumière, de la comprendre et aussi de ne pas la comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas à propos de la lumière. Et évidemment, ils devront veiller à bien expliquer tout cela au plus grand nombre de personnes possible, notamment par le canal de France Culture. Alors ces révolutions à propos de la lumière en physique, ce sont d'abord évidemment la théorie de la relativité d'Einstein, qui a fait de la lumière une authentique entité physique, une entité autonome. Avant, la lumière, c'était simplement un mode de vibration d'un milieu particulier qu'on appelait l'éther, et en proclamant la mort de l'éther, Einstein fait de la lumière un être physique qui existe par lui-même et qui peut se propager tout seul, comme un grand, dans le vide, sans avoir besoin de s'appuyer sur un support matériel, ou immatériel d'ailleurs, qu'était l'éther. L'autre grande révolution, c'est la physique quantique, qui a établi que la structure de la lumière n'est pas purement ondulatoire, que des corpuscules s'y montrent aussi à l'occasion, dont la présence fait tout le sel de l'affaire. Je dirais même, pour ceux qui s'intéressent aux interprétations de la mécanique quantique, tout le délice de l'affaire. Et puisque quand on regarde le statut de la lumière en mécanique quantique, on est invité à se prendre la tête entre les mains et à se demander, mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Alors, le résultat de ces deux révolutions, c'est qu'il y a une ambivalence de la lumière, une ambivalence qui est si irréductible qu'on ne peut pas prétendre avoir fait toute la lumière sur la lumière. La lumière physique continue d'avoir sa part d'ombre métaphysique. La deuxième révolution que je viens d'évoquer, ou plutôt la première sur laquelle je veux revenir un instant, la théorie de la relativité, a également changé non seulement le statut de la lumière, mais également le statut de la vitesse de la lumière, en prétendant, à rebours de sa propre appellation, qu'elle n'est pas relative. La théorie de la relativité dit que la vitesse de la lumière n'est pas relative. Elle est la même pour tous les observateurs, en un sens, ou plutôt en ce sens-là, elle est absolue, ce qui permet au passage de préciser que la théorie d'Einstein ne dit pas que tout est relatif, puisqu'il y a au moins la vitesse de la lumière pour échapper à cette pseudo-règle. Je dis d'ailleurs pseudo-règle, car s'il était absolument vrai que tout est relatif, cet énoncé serait lui-même relatif et donc pas absolument vrai. Bon. Que veut-on dire au juste lorsqu'on dit que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels, ou ce qui revient au même, que la vitesse qu'a la lumière est indépendante de la vitesse qu'a sa source? Eh bien, pour le comprendre, il faut déjà savoir que seules les particules de masse nulle, comme les photons, peuvent aller à la vitesse de la lumière, qui est de 299 792 458 mètres par seconde. On la note en général petit c, la lettre avec la lettre petit c. Une particule massive, comme l'électron par exemple, elle va nécessairement à une vitesse inférieure à c, pas forcément de beaucoup. Si elle a beaucoup d'énergie, sa vitesse peut être très proche de celle de la lumière, mais sans que cela change la vitesse de la lumière par rapport à elle. C'est un point crucial qu'il faut bien comprendre. Lorsque la vitesse d'une particule s'approche de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire de c, la vitesse de la lumière par rapport à cette particule demeure égale à c. Bon, ça n'a pas l'air de vous surprendre. Alors je vais essayer d'être plus explicite. Imaginez pour voir qu'un photon, c'est-à-dire un grain de lumière, traverse cette salle, disons de gauche à droite pour moi, vous vous mettez à courir après lui, à courir très vite comme un super-héros, par exemple à 299 000 km par seconde, donc à une vitesse proche de celle de la lumière. Vous aurez envie de croire qu'il suffirait que vous puissiez encore accélérer un peu pour aller aussi vite que le photon. Eh bien non, quelle que soit votre vitesse, la vitesse de la lumière, la lumière se déplacera par rapport à vous à la vitesse de la lumière. Vous ne pourrez donc jamais courir aussi vite qu'un photon, encore moins le rattraper et encore moins le doubler.
Accepter une telle conclusion réclame une certaine ouverture d'esprit, mais la bonne nouvelle en forme de miracle encéphalique, c'est qu'on peut s'ouvrir l'esprit sans se fracturer le crâne. Alors voilà pour la lumière physique, mais les lumières, c'est aussi une affaire philosophique. Il y a un esprit des lumières dont nous proclamons volontiers être les dignes héritiers, plus ou moins vaillants. Et la question que je voudrais d'abord poser, c'est en quoi consiste cet esprit? Alors il suffit de lire des livres et remarquer que c'est d'abord un esprit qui promeut l'autonomie de l'entendement, la primauté de l'esprit scientifique sur la providence, dont la révolution newtonienne était à l'époque l'illustration la plus marquante. Cette tendance s'accompagne bien sûr d'une croissance de l'esprit critique. John Locke, par exemple, a écrit un livre dans lequel il critique les idées innées, ou du moins les idées que l'on croit innées. Cet esprit des Lumières, c'est aussi celui qui pose la finalité humaine de nos actes. On ne vise pas Dieu, mais les hommes. On vise l'humanité telle qu'elle pourrait devenir sur Terre. On propose en somme la quête du bonheur en remplacement de l'aspiration au salut. Dans son discours de Harvard, qu'il a prononcé le 8 juin 1978, Solzhenitsyn précisait ceci: l'humanisme rationaliste des Lumières était en fait une autonomie humaniste. Elle proclamait et réalisait l'autonomie humaine par rapport à toute force placée au-dessus de lui. La philosophie des Lumières est donc un anthropocentrisme qui réclame que l'idée de l'homme soit posée au centre, sinon de ce qui existe, du moins de ce qui doit être pensé comme ayant une valeur suprême. L'esprit des Lumières, enfin, invite à croire à l'universalité, d'abord à celle des droits de l'homme, mais également à l'universalité liée aux vérités de science. L'une des idées que défendent ces philosophes, en effet, c'est que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité sur laquelle elle n'a pas de prise. David Hume, par exemple, écrit en 1742 « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. » Fin de citation. La vérité ne serait donc relevée d'un vote. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu, puisque l'individu peut toujours, face au pouvoir, se réclamer du vrai. Alors si on veut aller un peu plus loin dans l'esprit des Lumières, et pour mieux le définir, on peut se référer à Kant, qui a écrit un petit livre en 1784, qui s'intitule justement « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et je vais lire les 3 premières lignes de ce livre, qui peuvent être lues d'ailleurs comme une sorte de mot d'ordre. « Qu'est-ce que les Lumières ?» demande Kant. Eh bien, c'est la sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même responsable. Alors la minorité, c'est pas la minorité au sens habituel du terme. Ce qu'il appelle la minorité, c'est le fait de ne pas être intellectuellement majeur. Et donc il dit, la minorité, c'est notre incapacité à nous servir de notre entendement sans la direction d'autrui. Cette minorité, nous en sommes nous-mêmes responsables, puisque la cause en réside non pas dans un défaut de notre entendement, mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, en latin, est le courage, dit Kant, de te servir de ton propre entendement, voilà la devise des Lumières. Alors dans cet ouvrage qui est assez incroyable, d'ailleurs je ne l'avais jamais lu, je l'ai lu pour cette leçon, Kant ne s'intéresse pas aux conditions de possibilité de la connaissance, mais à la question du sens et des implications du présent lorsque les normes de la vérité deviennent caduques, notamment du fait des progrès de la science. La question, c'est comment penser quand les sciences nous obligent à changer notre façon de penser. Et être des Lumières, c'est accepter de changer notre façon de penser quand les vérités de science nous obligent à le faire. Alors, nous nous considérons tous
comme les héritiers des Lumières, plus ou moins vaillants d'ailleurs. Et cette proclamation est devenue si automatique qu'elle ressemble à une ritournelle. Et la question que je voudrais poser, c'est à quelle distance exacte sommes-nous réellement de leur esprit? Alors pour poser cette question, il faut d'abord veiller à ne pas trop idéaliser l'esprit des Lumières, mais simplement choisir de le prendre comme référence. Gaston Bachelard, qui a, je crois, reconnu cet amphithéâtre sans micro, expliquait, je le cite, que la lumière projette toujours quelque part des ombres. Cette formule s'applique bien sûr à la lumière elle-même, je veux dire à la lumière au sens physique du terme, mais aussi à la philosophie des Lumières qui a des versants ombrageux. Pierre Bourdieu était allé encore plus loin, puisqu'il parlait, lui, je le cite, d'un obscurantisme des Lumières, pouvant prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel. Fin de citation. Cette formule est sans doute trop sévère, elle s'applique sans doute davantage au siècle des Lumières lui-même qu'à l'esprit des Lumières. Le siècle des Lumières fut en effet un siècle ambigu, un siècle pas intégralement lumineux, puisqu'y voisinèrent l'encyclopédie, les fêtes galantes et la guillotine, qui fut parfois actionnée à une cadence d'essuie-glace. Alors je voudrais, parce que je n'ai pas le temps de tout regarder, mais au moins regarder comment notre rapport à la vérité a changé. Est-ce qu'il est conforme ou non à l'esprit des Lumières et à la prescription que Hume explicitait dans le petit extrait que j'ai lu tout à l'heure? On a envie de répondre oui. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, on observe que, en fait, nous nous montrons de plus en plus hésitants à définir les normes du vrai. Nous nous plaisons à imaginer de plus en plus que la ligne de démarcation entre le faux et le vrai pourrait être poreuse, en tout cas pas très étanche. On pourrait donc dire qu'il y a une sorte d'amollissement de la notion de vérité. On entend de plus en plus souvent dire, par exemple, que les théories scientifiques, tenues pour vraies ou fausses, ne le seraient pas en raison de leur adéquation ou non avec des données expérimentales, mais seulement en vertu d'intérêts purement sociologiques. En clair, il faudrait considérer que toutes nos connaissances sont conventionnelles ou artificielles, et il faudrait en plus gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. On entend souvent dire « la science, c'est le doute ». Et on déploie toutes sortes de stratagèmes intellectuels, à commencer par l'invocation du prétendu bon sens, pour ne pas croire ce que nous savons. Pour ne pas croire ce que nous savons. Il faudrait par exemple douter de la contribution anthropique au changement climatique au motif qu'il serait antinomique avec ce que nous souffle le bon sens. On ne trouve guère de telles idées sous la plume des philosophes des Lumières, et donc il y a là manifestement une prise de distance avec eux. Notre société est d'ailleurs parcourue par deux courants de pensée qui sont contradictoires, qui devraient d'ailleurs s'annuler l'un l'autre, mais qui en réalité se fécondent mutuellement. Le premier, c'est un attachement intense à la véracité, c'est-à-dire un souci permanent de ne pas se laisser tromper. C'est une attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière. Ça peut même aller jusqu'à la théorie du complot. Et cette tendance s'étend désormais jusqu'aux sciences les plus dures. Mais à côté de ce désir de véracité, qui normalement devrait servir la conquête de la vérité, eh bien à côté de ce désir, de ce refus d'être dupe, il existe une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. On se demande si elle existe, et si on pense qu'elle existe, on se demande si elle pourrait être autrement que relative, subjective, culturelle, ou quelque chose dans ce genre. Et ce qui est étonnant, c'est que ces deux attitudes, l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient s'exclure mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher un processus critique généralisé qui vient ensuite fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités assurées. Donc la véracité
le souci de véracité contribue à nier l'existence de la vérité. Et là, il y a un processus dynamiquement très efficace qui conteste le prestige des scientifiques et fragilise le crédit de leurs paroles. Et ce phénomène est là encore, je pense, une mesure d'un écart par rapport à la philosophie des Lumières. Personne n'a jamais dit à Newton « Mon brave Isaac, ta théorie de la gravitation universelle est intéressante, mais est-ce qu'elle ne serait pas une simple construction sociale entièrement liée au contexte très particulier dans lequel tu as pris la peine de la formuler ?» Aujourd'hui, des gens posent ce genre de questions tout en prenant l'avion, ce qui est une sorte de contradiction, parce que si on prend l'avion et que les lois physiques qui permettent à l'avion de voler sont des constructions sociales, alors ne riez pas, parce que l'affaire est plus compliquée que ce que je semble dire là, parce qu'il faut prendre acte que, contrairement à ce que pensaient les philosophes des Lumières, la théorie de Newton a une validité qui n'est pas universelle. Elle permet d'envoyer Rosetta jusqu'à une comète située à 500 millions de kilomètres de la Sorbonne, mais elle tombe en panne, elle s'effondre conceptuellement dès qu'un trou noir montre le bout de son nez. Et donc la théorie de Newton n'est pas vraie. En tout cas, cette validation ne marche que dans un domaine limité. Et donc la question que nous devons nous poser, c'est comment penser ensemble la vérité et l'histoire de l'idée que l'on se fait de la vérité. Est-ce qu'on peut penser ces deux choses-là ensemble? Et au motif qu'il y a une histoire de la vérité, est-ce qu'on doit en conclure qu'il n'y a pas de vérité? L'autre chose, c'est l'idée de progrès qui a été citée tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est avec l'idée de progrès? Alors on peut imaginer une expérience de pensée, par exemple prendre des philosophes des Lumières comme Condorcet, d'Alembert. Bon, d'Alembert qui pensait que, par exemple, il écrit dans un article qui s'appelle Géométrie, ou Géomètre dans l'encyclopédie, il dit, voilà, si vous prenez une nation qui est soumise à un joug tyrannique, et si dans cette nation vous formez quelques géomètres, quelques scientifiques, eh bien, quelques temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. D'Alembert ne connaissait pas la Corée du Nord, où il existe d'excellents géomètres. Prenez Condorcet, qui explique qu'il y a un embrayage automatique entre toutes les formes de progrès. Le progrès scientifique engendre un progrès technique, qui engendre un progrès matériel, qui lui-même engendre un progrès moral, qui lui-même engendre un progrès politique. Vous prenez tous ces gens et vous les faites venir en 2015. Alors vous ne leur montrez pas tout d'un seul coup parce qu'ils vont être perdus, mais vous les emmenez dans une classe de terminale à assister à un cours de mathématiques. Ils vont être complètement étonnés. Et ce qu'ils entendront et verront confirmera leurs prédictions les plus audacieuses, à savoir qu'en 2015, les jeunes gens savent calculer des intégrales, ce qu'ils ne savaient pas faire, et connaissent des théorèmes de mathématiques dont ils ne connaissent même pas le nom. Et donc ils diront, tiens, ça a progressé, vraiment. L'instruction, les connaissances. Ensuite, vous les amenez au CERN. Vous leur faites visiter les grandes installations qui ont permis la découverte du boson de Higgs en 2012. Vous leur expliquez le boson de Higgs. Déjà, ils vont être complètement étonnés de voir la taille des instruments, ce qu'ils permettent de faire. Et vous leur expliquez que la découverte qui a été faite oblige à changer notre façon de penser le lien entre matière et masse. Et donc, ils vont comprendre que des découvertes scientifiques permettent de faire des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire oblige à repenser des choses qui étaient jugées classées auparavant. Et là encore, ils vont être très surpris et vont considérer que leurs prédictions étaient nettement moins enthousiasmantes que ce que la réalité suivante, l'histoire, a permis de faire advenir. Et puis, le samedi soir, vous les mettez sur un canapé et vous les obligez à regarder l'intégralité du programme télévisuel d'une chaîne commerciale. Et là, alors que auparavant, évidemment, vous leur avez expliqué qu'au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction, qui est l'interaction électromagnétique, et qu'un siècle plus tard, des ingénieurs, utilisant cette interaction, sont parvenus à fabriquer des boîtes parallélépipédiques qui permettent de transmettre le son, l'image dans tous les foyers. Et eux vont dire, c'est extraordinaire, on va pouvoir diffuser
Angers continue, les cours du Collège de France, dans les foyers français. Et là, ils vont penser qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Et comme ils avaient du vocabulaire, ils auraient certainement dit il y a eu une allotélie. C'est-à-dire, le but atteint n'était pas tout à fait le but visé. Et donc, il faut réfléchir sur ce désaccord entre ce qu'ils avaient imaginé et ce qui s'est produit. Parce que ce qui est certain, c'est que c'est bien au siècle des Lumières que l'idée de progrès s'est forgée, à partir de la conception d'un temps linéaire qui venait remplacer la conception d'un temps cyclique. Dans un temps cyclique, il ne peut pas y avoir de progrès puisque tout se répète. Dans un temps linéaire, on peut penser à un futur différent du présent. Et donc, le progrès, l'idée de progrès, va se greffer sur la physique de Newton, qui oblige à penser un temps linéaire, c'est-à-dire un temps qui va de l'avant, en ne repassant jamais deux fois par le même instant. Et cette idée de progrès est une idée qui est théorisée comme étant une idée doublement consolante. Elle l'est d'abord parce qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, elle rend l'histoire humainement supportable. Elle rend le présent supportable au nom d'un futur meilleur. L'idée de progrès fait miroiter loin sur la ligne du temps une utopie certes désirable, mais qui n'adviendra pas toute seule. Elle ne nous sera accessible qu'à la condition qu'on se mobilise pour l'atteindre. Comme cette utopie est crédible et attractive, elle fait se lever les têtes et retrousser les manches, et surtout, elle donne l'envie d'avancer. Mais c'est aussi une idée consolante par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'est qu'un infime maillon de la chaîne des générations. Alors Kant, pour le citer encore, dit « L'idée de progrès est une perspective consolante sur l'avenir, où l'espèce humaine nous est représentée dans une ère très lointaine, sous l'aspect qu'elle cherche de toutes ses forces à revêtir. » Croire au progrès, c'est donc refuser la bohème. Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel pour fabriquer du futur collectif. Et donc la question pour nous, c'est, puisqu'il faut une certaine idée du futur collectif pour installer l'idée de progrès, au nom de quel futur collectif sommes-nous, nous, prêts à nous sacrifier? Et pour le savoir, il faudrait disposer d'une représentation crédible et attractive de notre futur commun, et c'est justement cette configuration qui semble faire défaut aujourd'hui. Croire à l'esprit des Lumières, cela commence par se faire une image de l'avenir et y croire avec suffisamment de foi ou avec suffisamment d'arguments pour travailler à la faire advenir. Ce que je veux dire, c'est que pour accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif, il faut un rattachement symbolique au monde, à son histoire, à son avenir. Il faut donc disposer d'une petite chose qu'on appelle une philosophie de l'histoire, petite chose qu'on ne trouve pas à la brocante du coin. Notre rattachement à l'avenir fut longtemps perspectiviste, il ne l'est plus. Nous avons perdu en profondeur temporelle, le présent est désormais sans épaisseur, et nos rattachements sont tous horizontaux, fluides, réversibles. C'est d'ailleurs le réseau des télécommunications qui incarne le mieux ce nouveau rapport au temps. Les nœuds qui le constituent ne sont que des nœuds de passage qui ne nécessitent aucune direction ni aucune finalité. Se trouve ainsi abolie toute idée de récit et même toute idée de filiation qui jusqu'à présent était seule capable de donner du sens au collectif et aux politiques. En fait, le récit, les grands récits, parvenaient à vaincre l'aporie du temps en inventant une histoire. Le temps réel, le temps mondialisé, lui, veut la vaincre, cette histoire, en arasant le temps historique. Du coup, le futur s'absente progressivement du présent, et s'absenter du présent, il faut quand même le faire, comme si l'urgence, comme si la crise avec un grand C, c'est plus la crise de ceci ou de cela, c'est la crise avec un grand C, la crise transcendantale, avait partout répudié l'avenir comme promesse. Le présent est devenu omniprésent, il se limite à lui-même, il absorbe en quelque sorte le passé
aussi bien qu'il annule les perspectives d'avenir. Il y a donc urgence à reconstruire un horizon, mais comment faire? Comment est-ce que ça se reconstruit, un horizon? Avec quel genre de truelle? Personne n'en sait rien. Et pour en revenir à Kant une dernière fois, il faudrait dire que lui ne se prononce pas sur la possibilité qu'un jour nous sortions effectivement de notre minorité pour devenir majeurs. Beaucoup de choses laissent à penser, dit-il, que nous ne le sommes pas encore et que nous ne le deviendrons jamais. Cela nous contraint à saisir les lignes de fragilité qui marquent notre présent, sans nous donner cette facilité un peu théâtrale consistant à dire soit que nous vivons un lever du soleil radieux, soit que nous sommes plongés au creux de la nuit dans la plus grande perdition. La modernité doit plutôt être pensée comme une sorte de crise permanente, comme un défi intranquille qui force l'homme à affronter la nécessité de se produire lui-même. Lorsque s'efface ou disparaît le cadre de référence qui nous permettait de nous orienter dans le monde, lorsque les contours de la vérité changent, il nous faut chaque fois inventer de nouvelles pratiques et de nouvelles façons de penser. Cela peut paraître fatigant, mais c'est aussi l'occasion de caser de l'utopie, de réinstiller de l'espoir, de réinstaller de l'espoir, et donc de redonner de la vigueur à l'idée de progrès, dont je rappelle qu'elle est l'anagramme de le degré d'espoir. En 1987, Georges Canguilhem, qui enseignait lui aussi, c'est un élève de bachelor, dans cet amphithéâtre, a publié un article qui s'intitule « La décadence de l'idée de progrès », un article daté de 1974. Et dans cet article d'une vingtaine de pages, il explique que la notion de progrès s'est développée selon deux phases différentes. La première phase, qui a été formalisée selon lui par les philosophes français du XVIIIe siècle, est une phase qui s'attache à décrire un principe constant de progression, potentiellement infini. Le modèle qui lui est associé, c'est la linéarité, ça va croître continuellement, et la stabilité, il n'y a pas de chaos. Et évidemment, le symbole qu'on associe à cette idée, c'est la lumière. La seconde phase, dit-il, apparaît lors de l'établissement au XIXe siècle d'une nouvelle science, qui est la thermodynamique, qu'on croit au départ comme étant une science concurrente de la physique, qui la contredit même sur beaucoup de points, notamment à propos du temps. C'est une science qui décrit les phénomènes irréversibles et qui fait apparaître une dégradation de l'énergie. Un principe d'épuisement vient alors remplacer le principe de conservation qui était mis en avant dans la première phase. Le symbole de cette deuxième phase, c'est la chaleur, d'où l'idée, dit Canguilhem, qu'il y a eu une décadence thermodynamique de la notion de progrès. La lumière s'est dégradée en agitation thermique. Et donc, si on croit au progrès, est-ce qu'il ne faut pas faire progresser les symboles auxquels on l'associe? Parce que depuis le XIXe siècle, depuis la thermodynamique, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu des révolutions en physique et ailleurs. Et donc peut-être qu'on pourrait travailler à définir un nouveau symbole auquel nous pourrons associer l'idée de progrès et ainsi la faire progresser et donc la rendre compatible avec elle-même. Et il me semble qu'il y a une certaine urgence à poser cette question, qui se voit notamment par le fait qu'en une génération, il me semble, en tout cas, j'ai fait une petite expérience avec mes étudiants, mais il me semble que le sens de la phrase « on n'arrête pas le progrès » a changé complètement en 30 ans. Lorsque j'étais jeune, disons, j'ai été jeune bien après les Lumières, je le précise, il y avait quelque chose de joyeux dans ce « on n'arrête pas le progrès ». C'était en fait un jugement moral. C'était une salutation enthousiaste adressée au futur qui disait en gros qu'il serait moralement coupable d'interdire que de vouloir stopper la marche du progrès. Ça voulait dire qu'il ne serait pas bien, moralement, de vouloir arrêter le progrès. Donc, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire ça ne se fait pas d'arrêter le progrès, de vouloir l'arrêter. Alors qu'aujourd'hui, si j'en crois ce que m'ont dit mes étudiants, on n'arrête pas le progrès signifie plutôt qu'il n'est dans le pouvoir d'aucun humain de l'arrêter, comme si le progrès s'était émancipé de nos propres désirs et échappait à toute maîtrise.
le rapport que nous avons avec lui a complètement changé. Je remarque aussi, ça a été montré d'ailleurs par des gens qui traquent l'occurrence des mots et la fréquence d'occurrence des mots dans les discours politiques, que le mot progrès n'est plus un mot utilisé dans le langage politique. Il s'est recroquevillé derrière le concept d'innovation qui est désormais à l'agenda de toutes les politiques de recherche. Et donc, dernière question que je voudrais poser, est-ce que notre façon de théoriser l'innovation rend bien justice à l'idée de progrès? Ou est-ce que l'idée d'innovation n'est pas en train d'entrer en contradiction avec l'idée de progrès? Et pour non pas traiter la question complètement, ni même la résoudre, mais tenter d'avancer dans la solution, je voudrais prendre l'exemple du rapport que la Commission européenne a publié en 2010 dans l'intention de fixer un horizon pour l'Europe. C'est ce qu'on appelle l'Union de l'innovation à l'horizon 2020, donc le rapport H2020 pour ceux qui connaissent. Il s'agit en fait de développer une stratégie qui prendrait la suite de la stratégie de Lisbonne, qui avait été promue en 2000 et qui, elle, visait à faire de l'Union européenne la première économie de la connaissance. Et ce document, qui fait 50 pages, et d'ailleurs dans lequel on trouve le mot innovation 300 fois, en 50 pages, il n'est défini nulle part, son sens va de soi. Je vous lis les premières lignes. La compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes qui se posent à nous et qui chaque jour sont plus aigus, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie et de la raréfaction des ressources, de la santé ou du vieillissement de la population. Fin de citation. Et donc, ce qui est étonnant dans ce texte, c'est que on demande à l'innovation non pas de faire advenir un monde meilleur, mais d'empêcher que le monde actuel s'effondre ou se délite. Et la question, c'est est-ce que ce type de discours est bien compatible avec la philosophie des Lumières? Alors, j'ai regardé comment le mot innovation est apparu au cours de l'histoire, et d'après les recherches que j'ai pu mener, le mot innovation est apparu au XIIIe siècle dans le domaine de la théologie. Innovation en latin, c'était un mot négatif. L'innovation, c'était en gros les discours que tenaient certains théologiens nouveaux, qu'il fallait surveiller comme le lait sur le feu au motif qui pouvait devenir hérétique. C'est ça l'innovation, en fait c'est l'innovation dogmatique. Et celui qui va donner un sens mélioratif au mot innovation, c'est Francis Bacon, qui a écrit un livre en 1625, dans lequel il parle de l'innovation d'une façon qui ressemble étonnamment à ce que je viens de dire. Voilà, il dit « Le temps abîme les choses », alors que les philosophes des Lumières disent « Le temps n'est pas corrupteur, il est constructeur ». Le temps va nous permettre de construire des choses. Bacon, il n'est pas là-dedans, il dit « Le temps est corrupteur, c'était mieux avant ». Et donc, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que la corruption que produit le temps en passant soit délétère, et il faut donc innover pour compenser ces effets délétères, pour maintenir l'humanité à niveau. Voilà ce qu'il écrit. Le mal dans la nature humaine telle qu'elle est pervertie possède un mouvement naturel et il se renforce au fur et à mesure que le temps passe. Ça va de plus en plus mal. Tandis que le bien, tel un mouvement forcé, a toute sa force à son commencement. Donc le bien s'épuise, le mal progresse, l'innovation est là pour compenser l'écart. Il poursuit, si le temps bien sûr change les choses pour le pire, et si nous ne les modifions pas pour le meilleur, quelle sera la fin? Et donc il serait facile de continuer, mais je crois que je vais rapprocher de la fin de mon temps de parole, mais il serait facile de reprendre des phrases de Bacon et de voir qu'il dit à peu près exactement ce que nous disons aujourd'hui de l'innovation. À commencer par le principe de précaution. Il fait aussi une comparaison entre l'innovation et un nouveau-né, avec l'idée qu'une innovation, au tout début, il faut l'aider parce qu'elle n'est pas adaptée au monde qu'elle trouve, et petit à petit, après une phase d'adaptation,
elle peut devenir compatible avec la société qui l'accueille. Et ce que je veux faire remarquer en conclusion, c'est que cette métaphysique du temps corrupteur qu'on trouve chez Bacon, on la trouve dans le rapport de la Commission européenne. Alors qu'on s'attendrait, puisque nous sommes les héritiers des Lumières, à appuyer notre discours à propos du futur sur un temps constructeur. Autrement dit, où est passée l'idée des Lumières selon laquelle il ne s'agit pas d'empêcher le monde de se défaire, mais de configurer un monde futur crédible et attractif, puis de travailler de façon à le faire advenir. Si l'on veut réinstaurer l'esprit des Lumières, il faut non seulement changer le symbole auquel on associe leur esprit, mais aussi commencer par réinsérer le projet scientifique dans un projet de civilisation, ce qui ne sera pas une petite affaire, vous en conviendrez. Alors plutôt que de disserter sur ce point à coups de formules creuses, je vais terminer par la lecture d'un texte très court, vous allez voir, moins d'une page, qui fait directement écho aux questions que je... et également directement écho à l'actualité la plus récente. Alors en fait, l'année internationale de la lumière a été ouverte dans cet amphithéâtre, officiellement, le 8 janvier 2015. Il y a eu beaucoup d'exposés faits par des physiciens sur la lumière, et puis c'était le lendemain des attentats. Donc il y avait une ambiance assez particulière, et il me semble que le texte que je vais lire pourra nourrir votre réflexion pour les jours qui viennent. Voilà ce qu'écrit Nietzsche, un texte de Nietzsche, dans Humain trop humain, un texte de moins d'une page qui s'intitule « L'avenir de la science ». Je pense que quand les gens ont lu ce texte, à l'époque où Nietzsche l'a publié, ils ont dû prendre Nietzsche pour un fou. Mais il se trouve que, c'est en tout cas mon avis, ce que dit Nietzsche là, c'est exactement ce qui se passe. Je le cite. « La science donne beaucoup de satisfaction à celui qui y consacre son travail et ses recherches, mais fort peu à celui qui en apprend les résultats. » Donc la science est marrant pour les chercheurs, pas trop pour les étudiants, ce qu'on savait déjà. Mais comme toutes les vérités importantes de la science ne peuvent que devenir peu à peu banales et communes, ce peu de satisfaction qu'elle donne disparaît. C'est ainsi que nous avons depuis longtemps cessé de trouver le moindre plaisir à apprendre la table de multiplication, qui est pourtant si admirable. Si donc la science donne de moins en moins de plaisir par elle-même, et si elle en ôte toujours davantage en jetant la suspicion sur la métaphysique, la religion et l'art qui, eux, consolent, voilà appauvrie cette source de plaisir, de toute la plus grande, à laquelle les hommes doivent à peu près toute leur humanité. Aussi, une civilisation supérieure, une civilisation du futur, devra-t-elle donner un double cerveau à l'homme, quelque chose comme 2 compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre pour être sensible à ce qui n'est pas la science. La source d'énergie se trouvera dans un compartiment, dans l'autre se trouvera le régulateur. Il faudra se chauffer aux illusions, aux idées bornées, aux passions, et il faudra se servir de la science qui est clairvoyante pour prévenir les suites malignes et dangereuses d'une chauffe trop poussée. Si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire presque à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas, parce qu'ils s'y attachent du plaisir, le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences, la rechute dans la barbarie en seront la conséquence immédiate. Telle Pénélope, l'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir défaite pendant la nuit. Mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force ? Je vous remercie pour votre attention.